Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'été où que vous soyez en France ou ailleurs. D'après ce que j'ai pu voir à la météo, il fait très chaud dans plusieurs coins de France en ce moment. Alors ici, la saison des pluies est enfin terminée. Alors ça a duré presque un mois. C'était quand même assez long, c'est tout nouveau pour moi puisque à Hokkaido, il n'y a pas vraiment de saison des pluies. Il y en a ce qu'on appelle Ezo Tsuyu, la saison des pluies de Ezo. Ezo, c'est l'ancien nom de Hokkaido, mais ça dure quelques jours. Donc, c'était pas comme ici un mois. Donc, c'est terminé, c'est derrière nous. Mais en contrepartie, maintenant, on a une véritable chaleur accablante qui s'est abattue sur la ville de Kyoto. Donc il fait très chaud et là encore, je ne suis pas habituée, donc je dois bien préserver mon organisme, surtout beaucoup m'hydrater parce que c'est vraiment pas des choses auxquelles je suis habituée. Alors, je voulais vous donner quelques nouvelles également avant de commencer à parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de la lecture. J'ai trouvé un emploi, déjà c'est bien. Je ne sais pas exactement quand je commence, je ne sais pas exactement combien d'heures je vais enseigner, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà trouvé une occupation. A priori, ce serait pour septembre, donc je suis vraiment bien contente de ça. L'autre nouvelle, elle concerne Momo, ma petite chatte qui vient de se lever et de partir parce que je la dérange. Momo, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, on a dû l'emmener chez le vétérinaire parce qu'on remarquait qu'elle faisait beaucoup de pipi et donc d'après le vétérinaire, voilà, le taux de sucre était phénoménal. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans son analyse sanguine. Et d'après le vétérinaire, bon bah ça aurait pu être soit du diabète, soit lié au stress du déménagement. Alors, on avait décidé de ne pas lui faire les piqûres d'insuline dans un premier temps pour essayer de voir un petit peu comment son état évoluait. On a juste changé son alimentation en lui donnant des croquettes adaptées aux chats diabétiques. Alors, gros coup de bol, elle a adoré ses croquettes dès le départ, c'était formidable. Et puis là, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus normal au niveau du nombre de pipis, ce qui fait qu'elle semble aller vraiment beaucoup mieux. Elle est aussi beaucoup plus alerte, elle bouge beaucoup plus. Par contre, là, j'ai un petit souci depuis quelques jours, c'est que ces nouvelles croquettes qu'elle aimait tant au début, eh bien, elle ne les aime plus, forcément. Elle réclame ses anciennes croquettes, mais je ne vais pas céder. Voilà, je vais rester ferme, même si quand elle me regarde avec son petit air près de sa gamelle, j'ai vraiment envie de lui donner, je pense qu'elle a faim, mais bon, j'imagine que elle se laissera pas mourir de faim et que si elle a vraiment faim, elle va manger ses croquettes, du moins je l'espère. Voilà, donc c'était pour les nouvelles de notre petite famille. Revenons maintenant à la lecture. J'ai 3 romans à vous présenter aujourd'hui. Le premier, ça s'appelle La Serpe, c'est signé Philippe Jaénada. C'est un roman que j'avais trouvé à la bouquinerie Solidaire. Un roman entre guillemets. Je vais vous le redire plusieurs fois ça et je vous expliquerai après pourquoi je dis ça. Le deuxième roman dont je vais parler aujourd'hui, c'est Intermezzo de Sally Rooney. Donc ça, c'est un roman que j'avais vraiment envie de lire depuis un sacré bout de temps. Et pour finir, un auteur américain qui est très connu, que moi je ne connaissais pas par contre, c'est Richard Russo avec Un homme presque parfait. Donc je vous présente ces 3 livres dès maintenant. On commence avec un roman donc entre guillemets français, La Serpe, pardon, de Philippe Jaénada. Alors, je mets entre guillemets parce que pour moi, ce n'est absolument pas une fiction, puisque l'auteur se base sur des faits qui ont réellement eu lieu, et aussi parce que eh bien, c'est tout simplement une enquête qu'il mène. Donc, c'est pas vraiment une fiction. Donc, ce fait qui a réellement eu lieu, il a eu lieu le 25 octobre 1941. Les corps de Georges Girard, pardon, de sa sœur Amélie et de leur domestique Louise sont retrouvés dans leur demeure secondaire qui est le château d'Escoir. Alors très vite, la rumeur publique va désigner le coupable. Le coupable, c'est Henri, le fils de Georges,
est le seul rescapé du massacre. Donc il était présent dans le château la nuit du drame. Pourquoi est-ce que la rumeur publique le désigne? C'est parce que c'est quelqu'un qui est fainéant, c'est quelqu'un qui est dépensier, qui a priori vit de l'argent que lui donne son père et aussi parfois sa tante. C'est quelqu'un qui se met très facilement en colère. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a vraiment mauvaise réputation à travers tout le village. De plus, sa froideur lors de la découverte du drame, il va jouer du Chopin, je crois, la marche funèbre ou quelque chose comme ça, à la découverte des corps, et aussi, surtout, le fait qu'il ait emprunté l'arme du crime quelques jours avant le drame. L'arme du crime, c'est une serpe, d'où le titre du roman. Et bien tout ça, ça achève de convaincre les enquêteurs qui vont donc mener leur enquête à charge, on peut le dire tout de même. Étrangement, lors de son procès, Henri ne sera jamais inquiété par le juge. Le juge va se montrer extrêmement conciliant à son égard et à la surprise générale, Henri est acquitté du meurtre de son père, de sa tante et de leurs domestiques. Quelques années plus tard, Henri Girard va devenir célèbre sous le nom de plume de Georges Arnaud, puisqu'il va écrire un best-seller qui, si vous ne l'avez pas lu, vous est sans doute familier, puisqu'il a pour titre Le salaire de la peur. Voilà, c'est le roman qu'il a écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud, donc. Et dans La Serpe, Philippe Jaénada, donc l'auteur, a choisi de refaire l'enquête sur le mystère du château d'Escoir en se replongeant dans les archives de l'époque. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est un roman entre guillemets, parce que voilà, c'est pas vraiment un roman pour moi. Alors, qu'ai-je pensé donc de ce roman qui n'en est pas un? Je crois que je n'ai jamais été autant énervée à la lecture d'un bouquin. J'étais tout le temps que je l'ai lu, je vraiment énervée. Je vous explique pourquoi. Parce que le parti pris de l'auteur, il est évident. Voilà, lui, il a décidé que Henri Girard n'était pas coupable. Donc il part de ce postulat-là pour faire en sorte que tout ce qu'il trouve conforte son hypothèse. Donc en fait, il fait ce qu'il reproche aux gendarmes de l'époque, qui ont fait, eux, la démarche inverse, c'est-à-dire de mener une instruction à charge contre Henri Girard. Lui, il fait tout à fait l'inverse. Voilà, c'est ça qu'il fait. Donc ça m'a passablement énervé. En plus de ça, alors il se base uniquement sur des écrits qu'il va retrouver, puisqu'il fait son truc aux archives. L'histoire s'est passée en 1941. Les gens ne sont plus là pour répondre à ces questions, à part peut-être une personne, et encore, je ne sais même pas s'il l'a rencontré. Donc il se base uniquement sur des écrits, et tout ce qui a pu être dit à l'époque par les villageois, il le balaie du revers de la main. Voilà, c'est des pauvres ploucs de la campagne. Ils n'aimaient pas Henri, qui était un gars de la ville, ils ne le comprenaient pas. Donc tout ce qu'ils ont à dire, c'était uniquement de la jalousie. Je suis encore énervée quand je parle de ça, là. Donc moi, ce parti pris m'a vraiment énervée. En plus de ça, pouvez-vous me dire quel est l'intérêt, 75 ans après, d'aller accuser un pauvre type qui n'est même plus là pour se défendre? Parce que oui, en plus de ça, il refait l'enquête et il désigne l'homme qui est, selon lui, le vrai coupable. Et il le fait de façon très sournoise, puisqu'il dit en préambule, voilà, j'ai changé les noms parce que les descendants de cette personne-là ne sont absolument pas responsables des actes de leurs ancêtres. L'intention est louable, sauf qu'une simple recherche internet permet de tout de suite savoir de qui il parle et de retrouver le véritable nom de la personne qui l'accuse. Donc, voilà, plus pour se protéger lui-même, je pense, que pour protéger les éventuels descendants de ce pauvre garçon qui, comme je vous le dis, n'est même plus là pour se défendre. S'il faut reconnaître un point positif à ce livre, c'est l'énorme travail de recherche qui a été fourni par Philippe Jaénada. Là, ça c'est incontestable, il a fait un énorme travail qu'il est vrai, les enquêteurs auraient dû aussi faire à l'époque, ne pas se contenter des oui-dire et des racontards. Sauf que ça donne un roman complètement indigeste. Vous avez l'impression de lire un rapport de police, en fait. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt de lire ça. C'est même pas c'est un rapport de police.
je sais pas, ça, il décortique des lettres que Henri a adressées à son père pour dire bah voilà, finalement c'était pas un garçon si méchant que ça. Voilà, c'était vraiment très 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 pénible. Et c'est un gros bouquin, hein, vous pouvez le voir, il fait 635 pages, voilà, c'est énorme. En plus de ça, c'est un style qui est très pénible à lire. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il ait mis des anecdotes par rapport à sa vie personnelle. C'est vrai que ça allège un petit peu le récit, ça nous donne l'impression d'être plus proche de l'auteur qui a l'air franchement très sympathique. Sauf que ce que j'ai pas aimé au niveau du style, c'est les parenthèses, dans les parenthèses, dans les parenthèses. C'est impressionnant, il y a des phrases, il y a tellement de parenthèses à l'intérieur des parenthèses qu'elles font une page. Ces phrases-là, c'est vraiment impressionnant. Donc moi, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je n'ai pas du tout aimé ce roman, entre guillemets, La Serpe de Philippe Jaénada. Grosse déception. Quittons la France pour l'Irlande avec Intermezzo de Sally Rooney. Comme je vous le disais en introduction, c'est une autrice que j'avais très envie de découvrir depuis un petit moment déjà, et particulièrement ce roman-ci. Alors, Intermezzo, ça raconte l'histoire de deux frères, Peter et Ivan. Ces deux frères que tout oppose et qui d'ailleurs ne s'entendent pas très bien, et ils vont se retrouver lors des funérailles de leur père. Et puis la relation ne va pas trop s'arranger à ce moment-là, puisque Peter, qui est l'aîné, va tenir à faire le discours pendant les funérailles, et alors que Ivan considère que lui, il était beaucoup plus proche de leur père, et que donc de droit, c'était plutôt à lui que cette tâche, ou cet honneur, revenait. Donc déjà, ça se passe mal à ce moment-là. Donc ces deux frères, je vous l'ai dit, sont très différents. Peter, c'est l'aîné, il a 32 ans et c'est un brillant avocat. C'est quelqu'un qui est très à l'aise en société, il a beaucoup d'amis et il plaît également beaucoup aux femmes. Et en ce moment, enfin au moment de l'histoire, il est dans une relation avec deux femmes. Donc il est dans deux relations en fait avec deux femmes là très très différentes. La première, c'est Sylvia, je crois, je vérifie mes notes. Oui, c'est Sylvia. C'est son ex-petite amie quand il était adolescent. Ils se sont séparés parce que Sylvia a eu un accident qui l'a laissé, comment dire, avec des douleurs physiques. Et donc, elle a choisi de rompre pour ne pas imposer ses douleurs à Peter. Sauf que Peter, lui, il est toujours amoureux d'elle et il a beaucoup de plaisir à la voir. Leur relation est plutôt sur le plan intellectuel, donc c'est très platonique, il n'y a pas de relation physique. Ils aiment bien se retrouver pour aller dans des musées, pour aller à l'opéra, pour voir des expositions, des choses comme ça, pour discuter de certaines questions par rapport à leur travail respectif. Donc une relation purement intellectuelle. D'un autre côté, il entretient une relation avec Naomi, qui a 10 ans de moins que lui. Naomi, c'est une étudiante et bon, elle n'est pas du tout comme Sylvia. Elle est plutôt ouais, un peu tranquille, voilà. Elle fume des joints, elle vend des photos d'elle, enfin on s'est jamais dit clairement, mais elle vend sans doute des photos d'elle nues sur internet pour se faire un petit peu d'argent et payer ses études. Peter lui donne aussi de l'argent pour l'aider. Mais voilà, donc lui il est bien avec Naomi parce qu'elle le détend, elle lui fait oublier tous ses soucis, elle est vraiment à l'aise avec elle. Il est amoureux d'elle aussi finalement, donc il est amoureux des deux femmes en même temps et donc ça lui prend la tête énormément, plus le conflit avec son frère. Yvan, lui, il est très différent de son aîné. Déjà, il a 10 ans de moins, il a donc le même âge que Naomi. Et puis, c'est quelqu'un qui est plutôt solitaire, qui est plutôt renfermé. Son domaine à lui, c'est les échecs. C'est un jeune prodige des échecs. Et voilà, donc vous imaginez un petit peu le personnage. Un jour, Yvan va faire un genre de tournoi d'échecs dans une petite ville d'Irlande. Et lors de ce tournoi, il va remarquer une femme qui lui plaît et il va oser l'aborder finalement. Et puis elle va un petit peu répondre à ses avances. Donc ils vont entamer une relation. Cette femme, c'est Margaret, elle a 10 ans de plus que lui, elle est plus ou moins divorcée, ça non plus c'est pas très très clair dans le roman. Enfin bon bref, elle a une situation sentimentale compliquée par rapport à son
ex ou presque ex-mari. En tout cas, ils entament une relation et là, Yvan va complètement s'ouvrir et devenir une personne tout à fait différente, beaucoup plus sûre de lui, beaucoup plus enjouée, grâce au contact de Margaret. Et les relations entre les deux frères, elles, vont continuer par contre à s'envenimer. Voilà, donc c'est l'histoire. Je ne sais pas si j'ai très bien résumé ou pas, c'est un petit peu confus, je suis désolée. En tout cas, gros coup de cœur, énorme coup de cœur pour ce roman, j'ai adoré. Alors j'ai adoré tout d'abord parce que on a une grande maîtrise de l'autrice dans l'expression des sentiments et aussi dans les contradictions internes des personnages. On n'a pas un personnage qui est 100% sympathique et l'autre qui est 100% antipathique, c'est pas ça du tout. Ils ont chacun leur bon côté et chacun leur mauvais côté. Bref, ils sont humains. Voilà, donc ça c'est très bien décrit et pour moi c'est hyper important dans un roman. Les personnages sont beaucoup plus importants que la situation. Elle a également, Sally Rooney, une façon très subtile, très sensible de décrire les relations qui unissent les êtres humains, que ce soit des relations amoureuses ou fraternelles. Le style de l'autrice, c'est pas un style original, c'est un style qu'on retrouve très fréquemment, j'en ai déjà parlé, chez les auteurs irlandais contemporains, avec des phrases qui sont pas terminées, des dialogues qui sont enchâssés dans le récit, donc sans marque de ponctuation particulière. Voilà, mais c'est très bien maîtrisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour moi ça me convient, moi j'aime bien ce style-là quand il est bien maîtrisé. Les personnages, ils sont tous très attachants, comme je vous l'ai dit, avec leurs défauts et leurs qualités. On n'a pas des personnages binaires, donc voilà, ils sont très bien. Alors c'est des personnages qui s'interrogent sur leurs relations amoureuses, leurs relations avec leurs frères, etc. Mais ils s'interrogent aussi sur ce qu'ils sont finalement, sur ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre, c'est quoi l'orientation qu'ils veulent donner à leur vie, sans jamais que ça paraisse trop égocentré, c'est jamais moi je. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment des interrogations qui sont légitimes et on ressent beaucoup d'empathie pour eux. Ah, Momo est en train de manger ses croquettes, super, je suis contente. Voilà, donc un gros coup de cœur pour moi que ce roman. Si vous aimez les romans qui donc, mettent l'emphase sur les personnages plutôt que sur l'action, je vous le conseille. Moi j'ai aussi un gros coup de cœur aussi, j'ai oublié de le dire, pour Margaret qui devient la petite amie d'Ivan. Je la trouve formidable. Voilà, donc lisez ce roman, il est génial. On en arrive maintenant au dernier roman que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. C'est Un homme presque parfait de Richard Russo. C'est un roman qui date de 1993. C'est un roman, je viens de me rendre compte, là, c'est un roman qui est assez vieux finalement, mais toujours très intéressant. Alors, comme le roman que je vous ai présenté précédemment, Intermezzo, c'est un roman qui s'attache surtout aux personnages plutôt qu'à l'action. Donc j'espère que je vais réussir à bien vous le résumer. Alors, ça se passe dans une petite ville américaine qui s'appelle North Pass. C'est au nord de l'État de New York. Et c'est une ville qui est franchement sur le déclin. Dans cette ville réside Sully, un sexagénaire que je décrirais comme je m'en foutiste, sans ambition, sans envie particulière. Il se contente de ce qu'il a, Sully, c'est-à-dire pas grand-chose, mais ça lui pose pas de problème a priori. C'est un peu, il vit à la va comme je te pousse, je dirais. Voilà. Et il est divorcé depuis des années. Il habite chez une ancienne professeure de lycée ou de collège, je ne sais plus. Donc elle habite au rez-de-chaussée, puis lui, il occupe l'étage. Bon, il n'est pas souvent là parce que déjà il cuisine pas, il va prendre tous ses repas au diner du coin. Le soir, il va au pub où il retrouve des amis, des connaissances, etc. Sully, il a été victime d'un accident de travail et donc il a le genou en miettes un peu et il s'est laissé persuader par un ami avocat qui a une jambe de bois et un problème d'alcoolisme
de tenter de porter plainte pour essayer d'obtenir une pension d'invalidité. Alors pendant ce temps-là, il ne faut pas qu'il travaille parce que sinon on va dire bah écoute tu peux bosser donc tu n'auras pas ta pension d'invalidité. Bah, sauf que Sully, quand on lui demande de travailler au black, il travaille dans la construction, bah, il dit ouais ok voilà, il pense jamais aux conséquences. Et voilà, donc il fait ses travaux au black sans trop se fouler, hein. Sully, c'est pas quelqu'un d'énervé, avec son fidèle compagnon Rob, avec qui il va souvent aussi au pub. Et puis, un jour, sa petite routine est chamboulée parce que son fils Peter revient à North Spurs. Peter, il est professeur à l'université, mais il n'a pas réussi à obtenir un poste permanent et donc il se retrouve sans emploi. C'est très difficile à l'époque d'obtenir un poste d'enseignant. Donc, il revient dans la ville de son enfance, puis il va se rapprocher un petit peu de son père. Les relations elles sont pas tendues entre les deux, je dirais juste elles sont froides. Il n'y a pas d'animosité particulière entre eux, c'est juste que Sully, il n'a pas élevé son fils. Voilà, c'est sa femme et son nouveau mari qui s'en sont chargés, donc ils sont pas très proches. Et ils vont devoir apprendre à cohabiter, à coexister en fait. Et Peter ne revient pas seul puisqu'il revient avec son fils. Et son fils, c'est un petit gamin qui est un petit peu... il est trouillard, mais enfin, c'est pas péjoratif. Je veux dire, c'est un petit gamin qui se pose beaucoup de questions, qui va stresser en avance de ce qui peut arriver. Et Sully va vraiment se prendre d'affection pour ce petit garçon-là. Et en même temps, le retour de son fils va l'amener à se confronter à sa propre enfance à lui, enfance qu'il a passée auprès d'un père alcoolique et violent. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé. Oh mon Dieu, la catastrophe. Bon, alors on va passer à mon avis, ça va être beaucoup plus simple. Encore un coup de cœur comme le roman précédent, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce roman et qu'est-ce que j'ai aimé Sully et qu'est-ce que j'ai aimé son copain Rob et qu'est-ce que j'ai aimé Miss Beryl, la dame chez qui il vit, qu'est-ce que j'ai aimé le petit garçon qui est trop choupinou. Oh non, mais c'est un excellent roman, un excellent. Quand je le lisais, je me disais, mais j'étais jalouse en fait, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut écrire aussi bien? Comment est-ce qu'on peut être aussi juste dans le choix des mots, dans le choix des traits de caractère de ces personnages? J'étais jalouse et désespérée parce que je me disais, des fois j'ai envie d'écrire un petit peu, mais non mais laisse tomber, quoi, oublie ton rêve d'écrire parce que tu n'y arriveras jamais, ma fille. Quand on voit ça, c'est décourageant, mais en même temps, en tant que lecteur, c'est du bonbon. Alors, c'est un gros pavé. Moi, je vous l'ai montré, je vous ai dit, il fait 780 pages. Et ces 780 pages, elles racontent 7 jours dans la vie de Sully, dans la vie de North Spurs et de ses habitants. 7 jours, 780 pages. Évidemment, dans une petite ville américaine sur le déclin, qu'est-ce qui se passe en 7 jours? Pas grand-chose. Et pourtant, zéro ennui. Zéro, à aucun moment, je ne me suis ennuyée dans ce livre. Voilà. Vraiment une maîtrise parfaite du récit, beaucoup d'humour, c'est très drôle. Aussi des personnages qui sont vraiment tous plus attachants les uns que les autres. Là encore, on n'est pas sur des personnages, pas sur du manichéen, le bon, le méchant. Non, c'est pas ça. C'est tout le monde a ses qualités et ses défauts, voilà. Et donc moi, j'ai vraiment adoré tous ces personnages. Je les ai tellement adorés que j'ai acheté la suite de ce roman et que j'ai vraiment, vraiment hâte de retrouver la petite ville de North Spurs et ses personnages. Donc, là encore, si vous aimez les romans qui s'intéressent avant tout aux personnages plutôt qu'à l'action, aux sentiments, eh bien, lisez celui-ci. C'est pas un roman presque parfait, c'est un roman parfait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler des livres qui viennent juste de rejoindre ma pile à lire et que j'ai très très hâte de lire celui-ci.
Les Fureurs invisibles du cœur. C'est un roman qui se passe en Irlande, encore une fois. Voilà, j'ai un petit crush sur les auteurs irlandais. Maïkan de Michel Jean. Ça, c'est un roman qui nous vient du Québec et qui s'intéresse au peuple des Premières Nations. Ça aussi, c'est une autre de mes crushs, ces histoires. Celui-ci, j'en attends pas grand-chose. Ça s'appelle Un monde presque parfait. Disons que la 4e de couverture m'intriguait. Ça dit, imaginez, vous vivez dans une société hyper connectée qui veille au bien-être des individus, une société qui vous connaît mieux que vous-même. Pour rendre service à un ami, vous acceptez d'aller sur une île peuplée de rebelles qu'on surnomme les exilés, blablabla. Bla. Donc, ça m'intéresse, mais j'ai peur que ce soit pas bien fait. On verra. Alors, ça, c'est un roman que j'avais vu dans une vidéo de Rose Bibli, vidéo que j'adore, chaîne YouTube que j'adore. Joyce Carol Oates, petite sœur, mon amour, donc j'ai hâte de le lire. Celui-là, je vous en ai parlé tout à l'heure, la suite des aventures de Sully dans Un malin, malin et demi. Là encore, j'ai très très hâte. Un polar québécois, Rivière tremblante de André A. Michaud. J'avais lu Rivière sanglante, quelque chose comme ça, je crois. Et j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé, donc là aussi, j'ai hâte de le relire. Celui-ci, j'ai peur. La petite bonne de Bérénice Pichat. C'est un roman qui a eu énormément de critiques positives. On voit ici aussi prix des lecteurs, blablabla. Et ben moi, souvent, c'est pas... ça marche pas avec moi, ce genre de livre. Donc, j'espère que ça va le faire cette fois. L'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui s'intéresse à l'histoire de Jean-Claude Roman, cet homme qui a tué donc toute sa famille. C'est mon premier roman de cet auteur et j'ai vraiment hâte de le lire. Enfin, un livre aussi gros que la Bible. Ouh, Le Prince des Marais de Pat Conroy. Ça, c'est un roman américain et moi j'aime les pavés, donc j'ai hâte de le lire. En fait, j'ai hâte de lire tous les livres qui sont dans ma palle. Il y en a juste 2 qui me font un petit peu peur. Croisons les doigts pour que ça se passe bien. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport au roman que je vous ai présenté aujourd'hui, par rapport aux romans qui ont rejoint ma pile à lire, si jamais vous les avez déjà lus, si vous avez envie de les lire. Dites-moi ce que vous en avez pensé ou pourquoi vous avez envie de les lire. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Matane!